Qui va arriver. David avec nous. Bonjour David. Bonjour David. Ah, ça a été connecté. Voilà. Bonjour à toi. Merci de venir sur le live. Désolé pour le petit contretemps, j'ai eu un changement d'agenda. Merci en tout cas de m'avoir invité. Je connais. Merci David. J'ai cru que tu allais nous faire faux bond et j'en suis désolé. Donc je te remercie de ta présence. En tout cas, c'est très sympa à toi. Pas de problème. Alors de quoi ça... écoute, déjà, je vais te présenter en deux secondes et tu vas me dire si je me trompe et tu vas un petit peu dire aussi justement concrètement ce que tu fais. Donc, tu es journaliste et producteur à la radio et à la télé en freelance. 20 ans d'expérience dans les médias sportifs, l'équipe, RTL, Canal+, Yahoo, Orange, Média 365. Manager digital média, Head of Sport Yahoo et rédacteur en chef d'Orange Sport Info. Tu travailles en freelance avec RTL depuis 2017 en tant que chroniqueur des émissions On refait le match et soir de Ligue 1. Et pour l'équipe depuis juillet 2020 en tant que chroniqueur des émissions L'équipe du soir et La Grande Soirée. Et tu as été animateur des conférences en sport business. Exactement, ma fiche LinkedIn est parfaitement à jour. Donc, Voilà, c'est ça que... pour pas... Sébastien n'a pas engagé un détective pour connaître tout ça, hein, je vous rassure, c'est juste effectivement ma fiche. Ouais, je t'ai envoyé un message d'ailleurs, tu vois, par rapport à ça. Simple, effectivement, ça fait 20 ans que je suis journaliste sportif et que je suis donc l'OM aussi. Je ne l'ai pas mis là dans la fiche, enfin si c'est un petit peu plus loin, mais j'ai coécrit aussi le bouquin sur la rivalité entre le PSG et l'OM avec Jean-François Pérez et Daniel Riolo il y a maintenant une dizaine d'années. Donc je connais bien et je suis bien l'OM aussi, ouais. Et c'est pour ça. Donc justement, dis-nous un petit peu, je t'ai vu de temps en temps sur l'équipe, à côté du stade Vélodrome, soit un match ou soit avant. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu suis tout le temps l'OM ou de temps en temps? Comment ça, explique-nous un peu comment ça. Alors je le suis tout le temps de fait parce que c'est un des plus grands clubs français et que quand t'aimes et quand tu travailles dans le foot français en l'occurrence, tu suis de fait l'OM. Enfin, je veux dire, et puis parce que voilà, c'est un club passionnant à suivre. Ensuite, moi, je suis pas, tu vois, vous les connaissez, tous les correspondants locaux qui sont dépêchés par les grands médias pour suivre l'OM. Moi, je fais pas partie je suis pas dans cette catégorie-là, mais de fait, comme je vous disais, je vois beaucoup de matchs de l'OM et puis j'y vais aussi régulièrement depuis plusieurs saisons pour comme envoyé spéciaux, comme j'y étais il y a encore pas très longtemps. Je sais plus c'est quoi le dernier match. Là, cette année, j'ai dû faire 2 ou 3 ou 4 matchs au Vélodrome, enfin pas qu'au Vélodrome d'ailleurs, mais j'ai couvert 2 ou 3, 4 matchs de l'OM en huis clos, donc c'est un petit peu particulier surtout d'aller au Vélodrome comme ça, mais voilà, j'ai suivi l'OM récemment également, ouais. Justement, moi j'avais une question pour toi, David, par rapport au livre que tu as coécrit sur la rivalité entre l'OM et PSG, donc les meilleurs ennemis. Ouais. Est-ce que tu penses que cette rivalité justement est toujours la même qu'elle était, ou alors quelles sont les différences principales qu'il y a aujourd'hui avec surtout tu imagines l'orientation de ma question avec les investissements qu'il y a eu au PSG par rapport à l'OM? C'est une bonne question parce que le bouquin, on l'a écrit la première fois, je dis la première fois parce qu'il y a eu trois mises à jour. On l'a écrit une première fois en 2002. Donc là, on était en plein cœur quand même où c'était chaud parce qu'il y avait eu encore peu de temps avant, il y avait eu l'histoire des vestiaires, vous savez, avec l'ammoniaque, Clara Morgan, etc. Oui, bien sûr. Voilà, il y avait eu puis finalement l'histoire avec Ravanelli et compagnie. Enfin, en gros, il y avait eu des matchs chauds dans une période assez récente. Donc là, on était quand même dans quelque chose d'assez chaud. Après, on a fait une première mise à jour, je crois, en 2006 ou 2007. Où il y avait encore eu d'autres choses à raconter. Donc, on voit que là, ça restait chaud. Et il faut quand même voir qu'évidemment, la base de la rivalité, c'est évidemment le début des années 90. Donc, on restait encore là-dessus. Et puis après, j'ai trouvé qu'il y avait une période, en fait, où ça s'est un peu tari, quoi. La rivalité, j'ai eu l'impression alors, c'était plus dans l'autre sens, d'ailleurs, à ce moment-là. C'est plus que l'OM était monté assez haut et que Paris, c'est la période un peu colonie capitale où Paris, en fait, est devenu un club un peu anodin et qui vivote. Et j'ai l'impression, voilà, que ça baissait un petit peu, quoi, même si finalement il y a eu quand même des matchs où ça pouvait rester chaud, mais surtout entre supporters, il y avait aussi la normalisation des relations entre les joueurs où, voilà, comme le pointe souvent Dimeco, les joueurs se mettaient à se faire la bise dans le couloir alors que à l'époque c'était plutôt des tartes qui se mettaient. Donc il y a eu clairement un changement.
Et puis finalement, voilà, ça a glissé avec l'arrivée du Qatar sur quelque chose qui est là où ça a changé, puisque voilà, Paris a basculé dans une autre dimension. Mais je trouvais quand même que au niveau des supporters, ça restait quand même, parce que ce qu'on donnait dans le livre, c'est que oui, bien sûr, ça avait été instrumentalisé en gros par Tapi et Denisot pour en faire un produit et faire quelque chose de voilà qu'on est nous aussi en France un match référence comme on l'a en Italie, en Angleterre, dans les grands championnats, mais qu'en même temps il s'était appuyé sur quelque chose de réel qui est en gros la rivalité Paris-Province et en particulier Paris-Marseille quoi, qui existe au-delà du foot quoi, qui est une ouais, j'allais te dire ça effectivement. Comment? Ouais, effectivement, j'allais te dire ça, effectivement, un peu pour peut-être pas comparer, évidemment, mais Barcelone et Madrid avec la rivalité régionale. Non, mais il y a quelque chose quand même, parce que tu vois, comme la France, c'est un pays hyper centralisé, Paris, voilà, comment dire, ça agace en province parce qu'il y a tous les pouvoirs qui sont centralisés, il y a une forme il y a plus de richesse, etc. Donc, c'est des choses qui sont là depuis longtemps, et donc sur laquelle, voilà, c'est aussi, c'est un des éléments, c'est pas le seul, mais c'est un des éléments qui a construit la rivalité entre le PSG et l'OM, si tu veux. C'est pas non plus Tapi et Denisot, bon là, on jouait avec ça, on mis un petit peu le feu, mais le brasier était déjà là, quoi. Donc je pense que du coup, ça continue à exister et finalement, je pense que pour les supporters, ça reste quelque chose des deux camps. Hein. Ça reste, on le voit bien que ça continue à circuler là quand finalement quand l'OM a battu le PSG au mois de septembre. Pour les Marseillais, ça faisait quelque chose quand même de fort. C'était quelque chose de fort. Et puis à contrario, les Parisiens ensuite se sont vengés. Donc c'est quelque chose qui reste quand même. Je pense que ça a changé un petit peu. Déjà, ça concerne plus trop les joueurs, même si finalement, sur ce qu'on a vu, ça peut les contaminer un petit peu parce que ce qu'on a vu au mois de septembre au Parc des Princes, après, on peut regretter ou pas, mais voilà, en tout cas, on voit que les joueurs, certains joueurs peuvent être, ouais, je disais contaminés ou en tout cas touchés par le message des supporters, surtout quand voilà, du côté de l'OM, bon, c'est une période creuse et ça fait 10 ans qu'ils gagnent pas. Bon, je pense qu'à un moment, ils en ont marre aussi, y compris les joueurs, de se prendre des coups de pression de la part des supporters qui leur disent bon, vous êtes gentils, mais ça suffit les claques derrière la tête, quoi. Donc, ça a changé, mais je pense que ça reste quand même, quoi. Ouais. Ça s'est quand même normalisé un petit peu. Même pas cette idée. Moi, personnellement, je préfère les classicos à la Dimeco, comme tu le citais tout à l'heure, parce qu'évidemment, quand on est soit dans un camp ou de l'autre et qu'on a vécu ce qui était un PSG-OM ou un OM-PSG de ces années-là, ça reste quand même. Et justement, ça me permet de te demander si tu préfères la rivalité actuelle ou celle que tu as pu décrire dans ton livre avant. De manière générale, je suis un peu tu sais, ce qu'on dit les romantiques du foot ou les nostalgiques, parce que voilà, le football a changé, le football que nous on a connu, parce que je vois qu'on a à peu près le même âge. Donc voilà, ceux qui ont connu le football des années 80 ou 90, il y a une forme comme on dit souvent, de romantisme. C'était quelque chose qui était moins formaté, moins aseptisé, etc. Donc il y a plein d'aspects qu'on regrette de ce football-là. Après, évidemment qu'il y a aussi des aspects, on aimait bien. Enfin, je trouve qu'on est assez, je pourrais presque dire faux cul là-dessus, c'est-à-dire qu'on est un peu, tu vois, paradoxaux en disant bon on aimait bien quand ils se foutaient sur la gueule, puis en même temps on se dit ouais bon, c'est vrai que l'image que ça envoie pour les gamins, etc. C'est peut-être pas top. Bon, là c'est jamais, tu vois, c'est pas évident. Après. Moi, ce que je regrette surtout, en fait, finalement, c'est le fait d'avoir eu les deux clubs au sommet, parce que ce qui a fait que les matchs sont partis là-dedans aussi, c'est que à l'époque, Paris-Marseille, il y avait déjà deux super équipes, il y avait des sacrés joueurs sur le terrain, et finalement, c'est sans doute ça aussi qui manque le plus, soit que sur les 10 dernières années, Marseille n'ait pas pu, tu vois, aligner une équipe. Alors peut-être pas aussi, parce que Paris, voilà, avait des moyens. Colossaux, mais tu vois, si Marseille avait au moins l'équipe du niveau de Lyon, une équipe du niveau de Lyon, c'est-à-dire qu'ils puissent exister en Ligue des Champions, revenir régulièrement, etc., et donc se frotter un peu plus au Paris Saint-Germain, je pense que pour tout le monde, ça aurait été plus sympa. Ça aurait été plus sympa même aussi pour les Parisiens, parce que toi, sur ta question initiale, tu me demandais où est-ce qu'on a de la rivalité. Bon, elle existe encore pour certains supporters, mais parisiens, mais on sent bien que voilà, le fait d'avoir gagné comme ça pendant longtemps, ça a atténué quand même la rivalité. Hein. On peut pas dire le contraire. Elle est certainement plus présente de notre côté que du côté. Ouais, en plus, par nature, parce que voilà, il y a une forme de lassitude du côté des supporters parisiens qui sont à se dire. Oui, ça fait toujours de plaisir de battre l'OM, mais
Mais bon, c'est presque comme si c'était devenu une normalité, quoi. Donc, et finalement, en fait, les deux derniers classicos qu'on a pu voir avec des équipes à peu près similaires, entre guillemets, c'est l'arrivée des Qataris au PSG avec la dernière victoire de l'OM 3-0 avant justement la victoire de septembre. C'était à peu près cette période-là. On a du mal, même historiquement, en remontant jusqu'aux années 90, à avoir trouvé des équipes du PSG et de l'OM au haut niveau ensemble pour discuter un classique. C'est ça c'est ce qui est dommage. C'est dommage que finalement l'OM, tu vois, dans sa dernière version, ait pas réussi en tout cas, moi, comme je vais le dire, à mal gérer son investissement, parce que tu vois, maintenant, on parle de 300, 350, 380 millions d'euros d'investis. Bon, c'est pas là, tu vois, c'est pas parce que tu as de l'argent que automatiquement tu réussis, parce que moi, tu vois, le côté, bon, les Qataris sont venus avec de l'argent et comme si automatiquement, mais tu vois, alors évidemment que ça aide, et je dis pas le contraire, mais l'Inter pendant très longtemps a aligné des centaines de millions sans rien gagner en Italie. Chelsea, c'était pareil en Angleterre, puis finalement ils ont gagné la Ligue des Champions un peu par hasard l'année où on les attendait pas. Donc tu vois, avec tout ça pour dire qu'avec 380 millions, tu peux normalement quand même faire quelque chose qui aurait dû permettre, je pense, à l'OM d'être positionné déjà proche de Paris, quoi. Qui a gagné 5. De Séville a gagné 5 d'affilée, je crois, ou 4, je ne sais plus, Ligue Europa. Ils ont un budget qui n'est pas non plus extraordinaire. Et pour remonter à très très loin, je me rappelle du Matra Racing qui avait une équipe de stars et qui finalement, ça a fait flop. Donc, mais il y a plein d'exemples comme ça dans le foot, hein, c'est sûr. On va passer peut-être à un autre sujet. Est-ce que tu as on voit de temps en temps que donc, tu suis les matchs de l'OM du coup, en tant que journaliste je parle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand les caméras sont éteintes, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du club? Est-ce que tu as un petit peu des infos par rapport à ça? Parce que bon, voilà, on sait, il y a des histoires, par exemple, de Payet et de Thauvin, de Larguet et Longoria. Enfin, je ne remonte pas avant. Est-ce que tu peux nous donner des petites anecdotes par rapport à ça, de l'intérieur du club? Est-ce que tu... Ouais, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai entendu récemment? Alors, chez moi, le truc, c'est que ces infos-là, tu les as souvent quand tu vas plus à la commanderie. Et là, je suis moins allé. Donc, à un moment, j'allais un peu plus à la commanderie. Et là, de fait, on y va un peu moins. Et moi, en particulier. Donc, j'ai eu un peu moins d'écho. Non, finalement, tout ce qui, mais c'est des choses qui sont un peu ressorties, quoi, sur le fait que le vestiaire n'était pas forcément. Ça sort vite, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de top. Ouais. Après, par contre, c'est quelque chose dont je peux parler assez facilement sur le fait que à Marseille, mais finalement un peu partout maintenant, les infos sortent vite et plus qu'avant. C'est juste que, bon, déjà, il y a les réseaux sociaux, mais à côté de ça, il y a surtout le fait parce que souvent les gens me demandent, mais comment est-ce que vous faites pour avoir les infos? Pourquoi ça sort? C'est qui la taupe, etc. Mais dans 99% des cas, c'est pas les joueurs qui parlent directement. C'est le joueur qui a parlé à son agent, à son frère, à son cousin, à son ami, qui ensuite... en fait, les joueurs se méfient souvent des journalistes parce qu'ils ont raison. Je veux dire, nous, on n'a pas les mêmes intérêts. Eux, ils cachent des choses parce qu'il s'est passé des choses parfois qu'ils veulent pas qu'on sache dans un vestiaire. Et nous, on veut les découvrir pour les partager et informer le public. Donc, on a des intérêts différents. Donc, eux, ils se protègent de nous. Finalement, en plus, maintenant, on a peu de relations directes avec eux parce que dans les conférences de presse, ils sont comme ça. Et vous voyez très bien que les conférences de presse sont devenues complètement inintéressantes parce que les joueurs ont peur de parler. Mais je dis pas que c'est de leur faute. Je veux dire, c'est le système qui est comme ça. Et du coup, ce qu'ils font, c'est que quand ils parlent avec, comme je disais, avec leur agent, leurs proches. Et par contre, leurs proches, eux, ils sont pas dans la même logique. C'est que leurs proches, souvent, c'est des gens qui sont pas dans la lumière et qui, eux, aiment bien un petit peu, je vais le dire comme ça, se faire mousser, en gros. Donc, ils vont parler plus facilement. Les proches des joueurs aiment bien parler. Ils parlent à des... Ou alors, il parle à des consultants, par exemple, qui sont anciens ailiers gauche de Paris. Ouais, aussi, ouais. Directement. Non, mais en fait, au-delà de ça, tu as raison, lui, il a pas mal d'infos, mais il y a de manière générale, les consultants, effectivement, ont ce truc d'avoir des infos plus facilement que nous, parce que justement, par rapport à ce que je disais, que les joueurs se méfient des journalistes, en revanche, les joueurs se méfient pas entre guillemets, des anciens joueurs et des consultants.
parce qu'ils ont le sentiment que c'est la même famille, etc. Mais sauf que nous, les journalistes, on parle aux consultants, puisqu'on les côtoie tout le temps. Oui. Donc finalement, ces infos, on les récupère aussi. Et donc c'est comme ça, effectivement, qu'il y a pas mal de choses qui sortent sur les vestiaires. Et évidemment que Marseille, Paris, Lyon, c'est les vestiaires où il y a le plus de choses croustillantes, parce que c'est là où il y a le plus de stars, c'est là où il y a plus de supporters aussi. Donc c'est là aussi il y a le plus d'intérêt. Donc non, mais après sur ces derniers mois, ce qui a pu ressortir, c'était un petit peu les tensions à la fois entre l'ancienne direction et une partie du vestiaire, au sein du vestiaire, vous l'avez su, entre Payet et Thauvin, des choses comme ça qui ont pu sortir, ouais. Justement, David, ça va me permettre de faire une parenthèse, puisque tu parlais d'informations que les journalistes avaient peut-être par moments plus de mal à avoir parce qu'il était plus facile pour certains de parler à des consultants, parce que, mine de rien, la définition entre les deux termes est quand même assez importante. Et je vais basculer sur un thème dont on va être obligé de te parler, qui est celui de la vente OM, qui déchaîne les passions des supporters marseillais, justement, comme tu peux l'imaginer. Est-ce que les infos, toi, quand tu as commencé à les sortir, on a vu que Canal+ aussi avait fait une déclaration en grande pompe il y a de ça 3 semaines, un mois après la vidéo de Thibaut Vézirian. Est-ce que toi, de ton côté, les informations qui ont été données, tu les as entendues? Est-ce que vous avez cherché à creuser justement ce qui s'est dit, ou est-ce qu'au contraire, vous avez balayé ça d'un revers de la main en vous disant dès le début que c'était du flan, pour dire les choses comme elles peuvent l'être, et vous en avez pas tenu, vous ne les avez pas prises en considération? Ouais, c'est une question intéressante parce qu'on me la pose souvent, et c'est bien d'avoir un peu de temps pour en parler, parce que souvent sur les réseaux sociaux, voilà, dans un tweet ou deux, ça va être compliqué de développer. Donc là c'est bien de poser le truc. Alors, sur la vente OM, moi, ça a commencé à me revenir aux oreilles l'été dernier. Donc, c'est ça, l'été dernier? Ouais, l'été dernier. Donc, il y a 9 mois, quoi, maintenant. Avec des choses, avec des infos que j'ai pu, pour le coup, que j'ai pu sourcer, que j'ai pu vérifier. Donc, c'est comme ça qu'au départ, notamment, là, je parle de la période Mourad Boudjelal, Ajroudi. D'accord? Ouais. On l'a un peu oublié cette période parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis. Mais souvenez-vous qu'à l'époque, quand même, ça a commencé comme ça, et c'était ça, le tourbillon était autour de ce truc-là. Donc, j'ai eu des infos là-dessus. J'ai envie de dire béton dans le sens où, voilà, c'était le métier, quoi. J'avais pu vérifier, c'était sûr. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai parlé un petit peu de ce qui allait se passer avec Boudjelal. Et en même temps, c'était assez difficile parce que, et maintenant, c'est encore plus facile à dire avec le recul, c'est que ce qui se passait autour du projet Boudjelal était quand même assez lunaire. On est tous d'accord là-dessus pour dire que quand il arrive, même si ça suscite beaucoup je peux le comprendre, beaucoup d'envie, d'excitation de la part des supporters marseillais, parce que c'est un personnage intéressant, c'est un personnage du Sud qui peut coller à l'OM, etc. Mais en même temps, on se dit, mais c'est quoi ce projet, quoi, finalement? Mais bon, en tout cas, sur ce que j'avance à l'époque, voilà, je sais que j'ai pu vérifier des choses. Donc, ensuite, je suis ça avec beaucoup d'attention. Oui. Derrière, j'ai beaucoup moi, je vais appeler ça des rumeurs qui commencent à m'arriver sur la suite. Alors là, moi, je vous ai parlé de l'été. On va basculer à octobre-novembre, où là, les rumeurs commencent à arriver. Ça continue. Bon, Ajroudi et Boudjelal sont hors service, mais ça va se faire. Il y a d'autres personnes intéressées, etc. Et ça, pour le coup, moi, j'ai pas pu le vérifier. J'ai pas pu. C'était un niveau, tu vois, où je savais pas faire, notamment parce qu'on parlait d'informations qui se situaient pour beaucoup en Arabie Saoudite, et que et j'ai pas de contact en Arabie Saoudite, quoi, et que ça demande en plus certainement que ça. Alors, il y a deux choses, c'est que ça demande. Aujourd'hui, il faut quand même se dire que avoir des infos qui viennent d'Arabie Saoudite, je pense que c'est compliqué. Tu vois, quand t'es pas sur place, quand t'as pas de réseau là-dedans, etc. Surtout des informations de ce niveau-là. Tu vois, on parle d'un truc, comme on l'a dit, tout le monde l'a dit dès le début, quand Mourad parle de racheter l'OM publiquement, ça surprend tout le monde, parce que normalement, ces choses-là, ça se fait en toute discrétion. Oui. Donc là, si je te dis, on va essayer de choper des informations sur la vente de l'OM en Arabie Saoudite, moi, j'imagine qu'ils n'ont pas trop envie d'en parler, tu vois. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que peut-être qu'il se passe quelque chose, mais ils n'arrêtent pas de nier, tu vois. En tout cas, ils sont assez distants, etc.
Donc moi, c'est les informations qui sont sorties en octobre, novembre, décembre sur ça va se faire. Je crois que c'est sorti ça d'ailleurs, l'histoire que McCourt serait allé fin décembre en Arabie Saoudite pour finaliser, etc. Il y a des trucs, des rumeurs, que moi je suis obligé de les qualifier de rumeurs parce que je n'avais pas pu les vérifier, qui me sont parvenus aux oreilles. Mais voilà, j'ai pas pu les sortir parce que j'avais aucun moyen de confirmer. Donc ça, et par la suite, pareil, ça a continué, ça va se faire, c'est fait, etc. Mais de mon côté, impossible à vérifier. Donc, si tu veux, je peux pas. Et en plus, avec de mon côté, le sentiment que certaines personnes étaient peut-être instrumentalisées, manipulées. À quelle fin, à ce jour, j'en sais toujours rien, tu vois. Mais j'avais quand même ce sentiment qu'il y avait des personnes soit qui volontairement faisaient circuler des fausses infos, soit involontairement, c'est-à-dire qu'il y avait de l'info, des rumeurs qui circulaient, et que voilà, certaines personnes avaient tellement envie d'y croire qu'elles faisaient circuler cette info, etc. Est-ce que c'est justement comment dire, parce qu'il y a toujours, le problème c'est ça, quand j'ai travaillé dans la journée, je sais comment ça marche, mais du coup, tu as des sources effectivement qui toujours il y a toujours un intérêt derrière, quoi. C'est que même bien sûr, un tel entraîneur qui va te donner une mauvaise compo, et donc voilà, c'est pas grave, je veux dire, pas en soi, c'est pas. Mais donc il y a toujours un intérêt derrière. Donc moi, c'est ça qui m'interpelle quelque part, c'est que de faire passer des messages sur cette vente OM, quel est l'intérêt derrière, quoi. Et de tout, quoi, de toutes les rumeurs qu'il y a eu sur ce sujet, quoi. Ouais, t'as raison. Moi, c'est vraiment la question que je me suis souvent posée quand ça revenait. Je me disais, mais à qui profite le crime, entre guillemets, et pour le coup, en plus, ce qu'il y a de terrible, c'est que je peux même pas exclure qu'en plus, toutes ces rumeurs-là, elles soient quelque part fondées ou sinon peut-être aussi qu'elles ont servi un potentiel acheteur qui voudrait voir un petit peu comment réagit le marché, entre guillemets, etc. Tu vois, je peux pas l'exclure. Mais en même temps, c'était tellement pour moi incertain que moi, avec la conception que j'ai du métier, je pouvais pas sortir le truc, tu vois, en me basant sur des rumeurs, des choses, tu vois, que j'ai pas pu vérifier. Donc du coup, ça répond un peu à la première partie de la question. Après, ça répond pour moi. Après, de ce que je sais des autres journalistes avec qui j'ai pu en parler sur est-ce que ça a été balayé d'un revers de main ou est-ce que ça a été fouillé. En fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a eu des journalistes qui se sont dit c'est bidon et qui n'ont pas cherché à en savoir plus. Et encore une fois, c'est quand même compliqué d'en savoir plus sur ce truc-là. Et puis, il y en a d'autres qui, je le sais, ont vraiment fouillé un petit peu le truc. Et le problème, c'est que c'est pareil. On a pu leur dire, notamment du côté de l'OM, c'est bidon. Alors, vrai, est-ce que du côté de l'OM, on va leur dire, tu vois non, parce qu'ils n'ont pas intérêt du côté de l'OM à dire que c'est en vente. Même Margarita Dreyfus, 6 jours avant la vente, elle disait que exactement. Donc, tout ça pour te dire que ce que je dis souvent au de cela, je pense que les personnes qui ont des sources fiables, et ça va dans les deux sens, parce qu'effectivement, pour moi, tout ce qui vient de l'OM, c'est pas des sources fiables dans le sens où s'ils sont en train de vendre, ils vont pas te le dire. Je pense qu'il n'y en a pas. Donc, à mon sens, je te dis, je vois pas qui. Alors juste pour quand même, ce qu'on avait échangé justement avec toi, donc un message privé sur les réseaux sociaux, et tu m'avais dit, donc c'était en août, je crois, 2020, qu'il y avait un assouplissement du clan McCourt concernant un éventuel rachat, et tu disais que ça passait notamment par un audit. Est-ce que du coup, ça, tu as pu voir l'évolution par rapport à ça, te le faire confirmer ou infirmer Alors, on me l'avait confirmé, mais alors là, tu vois, donc, comme tu l'as dit, on est en août 2020, donc là, on est encore sur la proposition Ajrodi Boudjelal. Et effectivement, à ce moment-là, tu vois, j'ai des sources de ce côté-là qui sont assez affirmatives là-dessus. Sur le fait que, effectivement, voilà. Mais ce qu'il y a de terrible à ce moment-là, c'est encore une fois, ça en revient à se dire, mais attends, qui a pu, pourquoi, si c'est pas vrai, si ça s'est pas fait, en tout cas, je parle pas de la vente, mais si l'audit n'a pas eu lieu, pourquoi est-ce que là, pour le coup des sources aussi proches du dossier, auraient fait fuiter ça, quoi. Alors, ça peut être aussi une manière, on a dit, et je peux croire à ça moment, ça peut être un moment, une façon de forcer la main. Tu vois, oui, pour Ajrodi Boudjelal, clairement, c'est clair. Ouais. Mais en même temps, ça peut être ça. Mais en même temps, moi, aujourd'hui, sur ce qui s'est passé avec Ajrodi Boudjelal, j'exclus pas le fait
qu'ils aient pu eux-mêmes être manipulés, tu vois, enfin lui en tout cas, que lui-même ait pu être, je sais pas, tu vois, mais je l'exclus pas que lui ait pu être soit manipulé, soit ait pu servir quelque part un petit peu de poisson de pilote, tu vois, un petit peu pour pareil, pour sonder un petit peu, ou mettre la pression, je sais pas, mais je t'avoue que là, sur ce qui s'est passé avec Boudjal, je mets un Joudi à part parce que c'est un personnage tellement. Non, mais juste après, tu rebondis, Romain. Mais moi, j'ai gardé un article qu'a fait l'équipe en 2016, avant la vente du club, où ils disent qu'en fait, ils ont expliqué un petit peu le déroulement de la vente, où ils disent qu'en fait, quand il y a un audit, ça veut dire que l'acheteur a trouvé, non, le vendeur a trouvé un ou plusieurs acheteurs et qui donc ils vont pas attendre 50 000 offres. Ils ont cerné, admettons, deux ou trois, peu importe, repreneurs. Et l'audit est fait pour ces deux ou trois repreneurs, quoi. Donc l'audit ne commence que ça quand ils se sont quasiment mis d'accord avec des futurs repreneurs, quoi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de savoir si l'audit a été fait ou pas fait, quoi. Mais ça, pour le coup, ouais, ensuite sur la suite, moi on me l'avait certifié. Bon, après, je te dis, après, j'ai eu tellement de mal à suivre un petit peu ce dossier-là et à comprendre ce qu'il en était réellement que je peux pas, tu vois, j'ai pas le moyen de confirmer ça aujourd'hui. Ça reste, pour moi, tu vois, franchement, sur la vente OM, je fais pas du tout partie des sceptiques qui diraient il y a rien, etc. Je fais pas du tout partie non plus de ceux qui pensent que c'est fait. Vraiment, je suis là, je me dis, mais là, pour moi, juste l'intuition, c'est plutôt quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense pas qu'il puisse y avoir eu tout ça sans qu'à un moment, il n'y ait pas eu quand même un minimum, en tout cas, d'intérêt de McCourt pour vendre, pour dire, bon, moi, je pense vraiment qu'il se dit, parce que je ne sais pas comment vous avez décrété ça, mais la communication sur on est là pour des générations, on n'y croit pas. Donc, du coup, je me dis, et pour moi, en plus, il n'y a aucun souci avec ça. On sait très bien que c'est pas un fan de l'OM à la base. Il est venu il est venu pour faire de l'argent, voilà. Et il sait pas. Après tout, on cherche tous à gagner notre vie. Bah voilà, lui, il l'a fait avec l'OM. On peut pas être d'accord avec ça, mais c'est son projet. Et je ne peux pas imaginer un seul instant que s'il y avait une offre effectivement à 500 millions qui arrivait sur la table, il l'étudierait pas très sérieusement, surtout dans le contexte actuel. Surtout que c'est bien payé. Ouais, surtout, mais par contre, moi là-dessus, je serais assez clair, c'est que j'avais un désaccord avec certains confrères là-dessus. Je pense qu'il vendra pas à moins que ça, tout simplement parce que il a mis environ 400 millions sur la table déjà. Alors justement, je ne pas vendre à perte, tu vois. Ouais, je me permets de rebondir, David. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, et c'est vrai, mais je veux dire, s'il reste encore 3 ans, tous les ans, il va falloir qu'ils réinvestissent parce qu'on le sait très bien, il y a un gouffre financier colossal, et ça veut dire que dans 3 ans, en fait, ils vont en demander 1 million si on poursuit ce raisonnement-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ce qui m'interpelle, c'est qu'on sait que de toute façon, même la moitié de la fortune, il faudrait la moitié de la fortune de Franck McCourt pour combler les déficits de l'OM et espérer repartir, surtout eu égard à la situation contractuelle de certains joueurs. Et là où je voulais en revenir tout à l'heure, et c'est pour ça que je voulais prendre la parole, c'est que on voit beaucoup de choses, d'ailleurs, beaucoup de clubs, beaucoup d'acquisitions, comme ça a été le cas avec le PSG, où il y a une dimension politique, justement. Ouais. Est-ce que le fait que on sait très bien que de toute façon, s'il y avait une acquisition de l'Arabie Saoudite, de l'Olympique de Marseille, et il y a autre chose derrière, il y a évidemment une notion politique. Est-ce qu'en fait, c'est pas ça qui fait que les informations n'ont pas pu être vérifiées comme tu le disais d'ailleurs tout à l'heure en disant qu'au niveau sportif, c'était compliqué d'en avoir. Pour en avoir, il fallait en avoir en Arabie Saoudite ou alors au niveau politique. D'ailleurs, ce que disait Thibaut Vézirian en disant que c'est parce que certaines personnes n'avaient pas regardé au bon endroit. Voilà. En fait, si tu veux, moi, je suis partisan de ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas de fumée sans feu et il y a beaucoup de choses qui sont très étranges. Et d'ailleurs, une des choses qui l'était tout autant, et je veux pas te pousser dans tes retranchements, mais si tu étais à la place de ce journaliste de Canal+ qui, devant la commanderie, annonce la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite en grande pompe dans l'après-midi, est-ce que tu l'aurais pas fait en ayant vérifié les informations? Tu l'as dit tout à l'heure, toi, en tant que journaliste, évidemment, les informations, tu ne les sors pas comme ça, tu les vérifies. Et ma question, excuse-moi de te la poser, c'est est-ce qu'à sa place, justement, tu l'aurais fait si tu ne l'avais pas vérifié? Non, moi, je l'aurais pas fait parce que franchement, ce qu'il a sorti, je pense qu'en grattant un petit peu, mais sans aller assez loin, je pense que j'aurais abouti à peu près aux mêmes choses que ce qu'il a sorti.
Donc, je pense qu'il. Après, et franchement, je trouve ça très, très délicat. Je connais en plus Thibaut Désian, je le connais très bien. Je crois qu'il s'appelle Thomas, le gars d'InfoSport Plus, si je me souviens bien. Mathias Manteghetti. Mathias, ouais, pardon. Lui, je le connais pas, et donc je vais pas évidemment pas juger son travail. Ce que je veux dire juste, c'est que moi, j'ai eu dans ce dossier-là la tentation, comme beaucoup de journalistes, voilà, de creuser parce que c'est super excitant, tu vois. T'as un truc, la vente OM, c'est quand même quelque chose de fort. C'est ce que je dis en préambule. Je veux dire, l'OM, c'est dans le panorama du football français, c'est énorme. Donc, si tu as un changement de propriétaire qui en plus arrive avec en gros, si l'Arabie Saoudite débarque à l'OM, bah, c'est hyper excitant à traiter médiatiquement. Donc, moi, professionnellement, je trouve ça extraordinaire. Donc, ça m'a excité. Mais très rapidement, quand j'ai vu la complexité du truc, à mon grand regret, tu vois, j'ai été obligé de mettre les freins parce que je me suis dit, attention, c'est casse-gueule, c'est un truc à se griller. Après, moi, ça fait 20 ans que je suis là, j'en ai vu d'autres, des histoires comme ça. J'ai eu ça. Après, ça veut pas dire que Thibaut et Mathias seront tort, hein. Peut-être que leurs affaires sont bonnes et peut-être qu'elles vont se vérifier dans un mois. Mais voilà, moi, après, c'est pour ça que je te dis, on met tous le curseur un peu différemment. Thibaut, il dit qu'il a eu des informations par ailleurs, peut-être encore une fois, peut-être qu'elles seront vraies, peut-être qu'elles vont se vérifier. Sur ce que tu disais, c'est Romain, c'est ça, ton oui, c'est ça, tout à fait. Sur ce que tu disais, Romain, sur le niveau politique, moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que le fait qu'il y ait de la politique qui se mêle là-dedans et qu'il y ait une dimension politique, ça va plutôt donner plus de fuite. Parce que les politiques aiment bien parler, parce qu'il y a beaucoup de réseaux de réseautage même dans la politique. Donc je pense que ce qui freine la diffusion d'informations dans une vente, c'est le niveau économique, c'est le niveau business. C'est qu'ils veulent pas que ça, c'est comme pour tous, comme pour les transactions de joueurs aussi. Dès que ça fuite, on n'aime pas, parce qu'on préfère vraiment pouvoir maîtriser la com au maximum. Et je pense qu'au contraire, quand il y a la politique, les politiques, c'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour les agents de joueurs et les autres, ils aiment bien parler, au contraire. Ils aiment bien dire, tu vois, tiens, il se passe ça. Et moi, pareil, j'ai essayé de gratter un petit peu du côté de l'Élysée, parce qu'on sait que du côté de l'Élysée, enfin, on sait pas, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Emmanuel Macron est fan de l'OM, et il se disait qu'il aurait pu, un peu à la manière de Sarkozy avec le Qatar et le PSG, favoriser ça. J'ai essayé de gratter là-dedans, dans cette voie-là. Moi, j'ai rien eu. Attends, ça veut pas dire que Thibaut a pas eu ce truc-là par ailleurs, ou Mathias, et que peut-être qu'ils vont avoir raison. Mais encore une fois, c'est tellement touchy qu'il faut être très prudent. Pour rebondir sur Mathias Manteghetti, est-ce que tu crois, toi, parce que c'est un petit peu ce qui a circulé, et bon, il y a des faits qui peuvent nous faire penser parce qu'effectivement, il a annoncé dans la journée qu'il donnerait ses infos dans le Light Football Club le soir, et puis finalement, en block-out. Bon, après, voilà, je respecte les journalistes de Canal+, et bon, bref, c'est pas évident ce qu'ils subissent actuellement. Est-ce que tu crois, toi, justement, est-ce que c'est possible d'avoir un entretien exclusif que soit l'actuel propriétaire Franck McCourt ou un éventuel repreneur par hasard Al-Walid Ben Talal, puisque c'est la grosse rumeur qui est sur ça, pourrait donner une exclusivité à une antenne comme Canal+, par exemple, ou RMC, ou l'équipe. Ouais, bien sûr que ça serait possible, mais ça sera possible dans la dernière ligne droite, si tu veux, au moment vraiment où ça va être la dernière ligne droite, c'est après la ligne d'arrivée. Donc ça supposerait que tout est déjà finalisé, et voilà. Ensuite, franchement, sur ce genre d'infos exclusifs, franchement, ça a été dit sur les réseaux sociaux, mais ça va se terminer si la vente se fait un jour, ou si elle se fait prochainement, en tout cas, parce que la vente, j'imagine bien qu'un jour McCourt va partir, mais le jour où elle se fera, la vente, il est évident que ça va se terminer dans un très gros média. Ça va se terminer Canal, TF1 peut-être, tu vois, ça va se terminer enfin voilà, dans l'équipe papier. Mais il y aura quand même les médias nationaux comme vous, l'équipe, RMC ou autre, ou Canal ou autre. Il y aura quand même des infos un petit peu avant, quoi. Enfin, en principe, ça va chuter un petit peu avant. S'il y a eu un audit, ouais, mais un petit peu avant, parce que finalement, tu vois, quand il y a eu la vente de l'OM à McCourt, on l'a su quand même très, très tard. Le Qatar, quand il débarque vraiment, pareil, on l'a su très, très tard. Encore une fois, ces trucs-là, c'est hyper confidentiel
et on découvre tout 2 jours avant, quoi. Enfin, tu vois, donc moi l'entretien exclusif, pour moi, quand la vente se fera, si la vente se fait, l'entretien exclusif, il sera calé au tout dernier moment. Et je peux te dire que l'entretien exclusif, il va se négocier entre le DIRCOM de McCourt ou Imachette, donc l'agence de com qui le gère, et pratiquement le PDG de Canal, tu vois, ou juste en dessous. C'est pas, tu vois, c'est pas du tout un journaliste. Oui, mais Non, mais il faut le dire parce que. Mais non, mais ce que je voulais dire. Parfois le grand public a la sensation que ce genre d'infos, ça peut se négocier. Là, à ce niveau-là, c'est plus les journalistes qui gèrent. C'est entre le grand patron, quoi. Non, mais je voulais pas rentrer dans ce sujet pour pas trop embêter quand même. J'ai l'impression que on sait comment ça se passe. Non, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, ça se passe entre le grand patron, quoi. J'ai quand même l'impression que pour tous les journalistes, c'est un dossier particulier quand même, ce dossier de la vente OM actuellement. Surtout qu'en plus, vous avez l'air d'être quand même beaucoup à connaître Thibaut Vézirian, et puis du peu qu'on le connaît, mais pour avoir fait des lives avec lui, parce qu'il répond aussi à beaucoup de gens, c'est un type qui est super sympa, qui partage beaucoup. Et je vois que ça doit être compliqué d'être à la fois proche de lui et de valider ou non ses informations, parce que lui, il reste campé sur ses positions. Jusqu'à aujourd'hui, encore sur ce qu'il a dit. En plus, d'ailleurs, pour ce que tu disais tout à l'heure, ces informations, il disait les avoir eues tout à fait par hasard et que ce n'étaient pas des informations sportives, mais plutôt politiques, puisque tu rappelais que les politiques pouvaient passer. Donc, je vois que c'est compliqué quand même. Souvent, c'est vrai qu'on s'est permis de t'en parler là, mais je pense qu'en venant discuter avec nous, tu devais te douter qu'on allait te passer un mot sur la vente OM. Oui, bien sûr, mais c'est normal. Mais comme je t'ai dit, effectivement, c'est un sujet à la fois excitant et en même temps incroyablement complexe. Tu vois, comme je t'ai dit, moi, en tout cas, je suis sûr d'une chose parce que je connais Thibaut depuis plusieurs années. Je l'ai pas découvert lors de la vente OM. Je sais qu'il est sincère dans sa démarche. Tu vois, il fait pas ça pour se faire mousser ou pour faire du vu. Enfin, voilà, il a essayé de bien bosser. Et en tout cas, je veux dire, quelque part, c'est presque le plus important, c'est qu'il a pas essayé de manipuler ou tu vois, il a eu des infos. Est-ce qu'elles sont vraies ou pas? J'en sais rien, tu vois. Encore une fois, c'est bien déjà qu'il compte sur ses positions. Peut-être que dans un mois, il va avoir raison et qu'il aura fermé le clapet de tout le monde. Je dis juste moi que là, aujourd'hui, c'est tellement complexe que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux ni affirmer que ça va pas se faire, ni que ça va se faire. Juste l'intuition un petit peu que ça m'étonnerait quand même qu'il n'y ait rien eu du tout. Voilà. Mais juste pour ton expérience justement de 20 ans du coup du journalisme, est-ce que quand il dit, bon peut-être il s'est trop avancé, on ne sait pas, mais quand il dit que c'est acté, est-ce que du coup ça peut se faire 2-3 mois après, ou alors c'est parce que en fait il y avait une négociation qui était avancée mais que c'était pas acté? Comment tu peux le voir ça? C'est vraiment une question qu'on se pose, se dire, si un mois et demi il est dit que c'est fait, pourquoi ça se fait pas 15 jours après, quoi, tu vois? Ouais. J'avoue que ça c'est vraiment le point le plus délicat. Je pense que là il y a que l'avenir qui pourra nous dire si effectivement tu vois et encore je sais même pas si on saura, parce que même si ça se fait pas d'ici un an, peut-être qu'en fait c'était effectivement quasiment acté. Alors peut-être que tu vois évidemment entre le quasi et acté, ça change beaucoup. Bien sûr. Ça change même tout, mais peut-être qu'effectivement ils étaient sur le point 2, et peut-être effectivement, parce que Thibault l'a souvent rappelé dans ses lives, que s'il y a eu des négociations, le fait que ça sorte, ça plaît pas non plus aux négociateurs. J'en ai parlé tout à l'heure. Peut-être qu'effectivement le fait que ça soit sorti par son biais a au contraire tout fait capoter. C'est pas délire non plus. Tu vois, tu peux avoir des trucs comme ça des questions de confiance qui viennent se. Comment tu interprètes justement les mises en demeure qui a eu lieu du coup bon, c'était Jacques Henriot, mais justement à son encontre et d'autres d'ailleurs, je crois qui ont parlé de. Ouais. Pour moi, c'était un coup de pression. C'était un coup de pression pour calmer un petit peu tout le monde autour de ça, quoi. Enfin, c'était attention, parce que le problème, c'est que Thibault, ce qu'il a sur quoi il s'appuyait, par définition, il peut pas le sortir, puisque voilà, il va pas dévoiler ses sources, etc., quoi. Donc, il savait très bien du côté de l'OM, quel que soit, tu vois, l'arrêté de ce qui se passait, que de toute façon, Thibault serait pas en mesure
de sortir des preuves là-dessus. Donc, je pense qu'ils ont voulu reprendre un petit peu la main, calmer un petit peu tout ça, parce qu'en plus, ça pas mal d'ampleur. Est-ce que c'est dans le but, justement, est-ce que c'est dans quel but? Est-ce que c'est dans le but, du coup, de dire il a vrai, donc il faut que ça s'ébruite pour pas que la vente capote, ou au contraire, c'est n'importe quoi et vous voulez comment dire, faire tomber la direction, quoi. Les deux sont. Donc, je t'avoue que là-dessus, j'ai pas de. C'est pas anodin quand même ce qu'ils ont fait. Enfin, tu vois, c'est pas anodin, mais j'ai pas d'infos. En plus, pour le coup, et je le dis rapidement là parce que j'ai vu certains messages sur les réseaux sociaux où ils disaient ouais, mais il aime bien Jacques Henriot. C'est pas que j'aime bien Jacques Henriot, c'est juste qu'il se trouve que professionnellement, j'ai travaillé 10 ans avec lui. D'accord. Mon parcours, j'ai travaillé 10 ans avec lui. Donc, et c'est pas, et j'ai, donc, quand j'ai été interrogé, j'ai répondu un petit peu sur ce que je connaissais de lui, parce que voilà, j'ai travaillé, je l'ai côtoyé pendant pas 10 ans, mais 8 ou 9 ans. Donc je le connais, quoi. Je veux dire, j'ai travaillé avec lui et j'ai donné mon point de vue en essayant justement d'apporter un éclairage sur ce que je savais de lui, sur sa personnalité, etc., pour sortir un petit peu, tu vois, du débat passionnel qui a agité les supporters de l'OM. Et ça m'a pas empêché de dire que je pense qu'il a fait des erreurs, notamment des erreurs de communication manifestes. Voilà, c'est implacable. Donc, en le connaissant, pour autant, tu vois, j'ai pas eu d'infos sur effectivement pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Donc, je sais pas pourquoi est-ce que ça a été. Enfin, si, je sais que les mises en demeure, elles ont été envoyées pour calmer le feu. Après, est-ce qu'elles ont été envoyées comme tu disais, pour calmer le feu parce qu'effectivement il y avait quelque chose et qu'ils avaient peur que ça nuit aux négociations. Voilà, ça fait partie des choses que je ne sais pas. Ouais. En tout cas, les conclusions. Mais tu vois, il y a un truc important quand même, c'est que c'est important aussi souvent de dire on ne sait pas. Et c'est, tu vois, sur les réseaux sociaux, les journalistes, des fois, la difficulté, c'est d'arriver à dire ça. Mais moi, je vous le dis, sur ces points-là, je ne sais pas et j'ai pas envie, tu vois, Après, on va être, comme je t'ai dit, sur le fond, j'ai une petite intuition qui est, comme j'ai dit, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est une espèce d'analyse que je fais. Mais c'est pas une info, c'est pas une conviction, c'est juste voilà la petite analyse que je fais comme ça. Mais ça s'arrête là, tu vois. Je peux pas le reste comme je l'ai dit plein de fois, je ne sais pas. Pardon. Nous, on fait pareil sur ce média. Nous, on fait pareil sur ce média, si tu veux, parce que bon, pour moi, en plus, forcément, j'ai travaillé dans ce métier, donc j'ai commencé. Donc, effectivement, nous, on n'affirme rien. Effectivement, nous, en tant que supporters de l'OM, on est supporters de l'OM, on veut effectivement une vente avec des moyens limités, évidemment, c'est plus facile, on va dire. Mais après, effectivement, on ne va pas relayer des rumeurs parce que bon, on n'a pas d'infos nous pour vérifier, même si on échange beaucoup avec d'autres journalistes aussi, et on dit est-ce que toi tu as l'info, est-ce que tu peux vérifier ça ou pas, voilà. Mais forcément, on ne va pas balancer des choses. Et nous, justement, c'est pour ça qu'on interroge souvent des journalistes pour justement donner leur point de vue et voir si eux, ils peuvent corroborer éventuellement ces sources-là. On avait invité Michel Eliaga, qui est journaliste de France 3 Provence, bon, qui vu de la vieille au niveau de suiveur de l'OM. Voilà, lui, il a dit effectivement, j'ai un peu vérifié. Effectivement, il y a une négociation avec Franck McCourt. Mais bon, je ne sais pas où ça en est, quoi. Pour conclure, ce qu'on peut dire déjà pour faire une corrélation avec ce que dit Sébastien, effectivement, quand nous on dit des choses, c'est des choses que, en tout cas, ce ne sont pas des choses qu'on invente, c'est des choses qu'on a vérifiées. Donc évidemment, si qu'elles s'avèrent vraies ou fausses, c'est pas notre honnêteté qu'il faut remettre en considération, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend et qu'on dit pas non plus. Mais la corrélation que je veux faire, c'est celle que tu as faite tout à l'heure avec Thibaut Vézirian, pour dire qu'aussi lui, c'est quelqu'un d'honnête, comme tu le disais tout à l'heure, et que si en fait que les infos qui lui sont données ne sont pas bonnes, c'est pas lui qu'il faut remettre en considération, mais plutôt les informations qui lui sont données dans un but précis. Et comme tu le disais tout à l'heure, on ne sait pas qui profite le crime, et on ne connaît pas le but non plus de ces fuites. Mais comme tu le disais, j'aime à penser, moi également, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et voilà, ça peut être une question de patience. De toute façon, il y a bien un moment où juste on va terminer. On saura le fin fond de l'histoire. En tout cas, merci à toi d'avoir bien pris la peine de répondre à tout ça. Ouais, juste une petite question pour terminer. Il y a le journaliste d'Europe 1, je crois que c'est. Quel journaliste, pardon? Le journaliste d'Europe 1, c'était Luna Rosso, je crois. C'est lui. Ouais, voilà. Qui a indiqué il n'y a pas longtemps, qui lui, effectivement, non, avec Villeneuve aussi, je ne sais plus. Oui. Oui, exact. Il disait qu'il y avait éventuellement des Marseillais, enfin des anciens historiques du club ou des Français, des investisseurs français. Il y a les deux infos, je ne sais pas si repreneur français.
qui du coup voudraient faire un projet de rachat, quoi. Ça, Ouais. c'est. Ce que je peux dire, moi j'en ai pas entendu parler. Par contre, ce que je peux dire, c'est que Charles Villeneuve, c'est quelqu'un qui a beaucoup de réseaux, qui, tu vois, qui continue bon, il fait plus de déjeuner parce que plus personne fait des déjeuners avec la crise sanitaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir, tu vois, d'avoir beaucoup de, ouais, un gros carnet d'adresses. Et je pense que s'il a sorti ça, c'est qu'il en a entendu parler et que là aussi, il doit pas y avoir de fumée sans feu. Alors après, quelle est, tu vois, l'avancée ou l'étendue de cette initiative? Est-ce que c'est juste des hommes d'affaires qui se sont réunis, qui se sont dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose et qui ont juste réfléchi à ça? Est-ce que c'est aller plus loin? Je sais pas. Ce qui me paraît, moi, un petit peu bizarre, c'est que traditionnellement, les industriels français sont quand même assez timorés dans le foot. Alors évidemment, il y a à Rennes, pardon, il y a un contre-exemple. Mais là, j'ai du mal quand même à avoir tu vois, un espèce de regroupement, en tout cas un regroupement crédible, ou j'ai envie de dire plus que crédible, mais on va dire avec des gros moyens d'industriels français qui se pencheraient sur le cas de l'OM. Parce qu'en en fait, en France, le problème, c'est qu'on connaît la fragilité du système économique du football français, surtout maintenant avec la crise des droits télé et la crise sanitaire. On connaît aussi le contexte marseillais qui peut être vu à la fois comme extraordinaire en raison du public, ou en même temps, et on l'a vu aussi à cause du public avec ce qui s'est passé à la commanderie, comme extrêmement difficile à manier, c'est-à-dire ça peut se retourner contre toi. Et moi, je pense que ce contexte-là, il fait un peu peur, tu vois, aux industriels français, ce qui n'est pas forcément le cas, tu vois, d'un McCourt qui a débarqué un peu en France. Il a essayé de nous faire croire qu'il était tombé amoureux de Marseille, etc. Mais on a bien compris que, grosso modo, il connaissait pas, tu vois, l'environnement. Et c'est normal, c'est un Américain, tu vois, il débarque là. Donc, il n'a pas compris tellement. Il a compris là, finalement, parce que ça pouvait être au global Marseille. Et c'est bien qu'il soit venu un petit peu pour s'en rendre compte. Si c'était un Saoudien, il peut y avoir aussi ce côté un petit peu, tu vois, effectivement, enjeu géopolitique ou un petit peu aussi, comme ça a été le cas pour le Qatar, on va dire le jouet, tu vois, le truc, ou en tout cas le plaisir que peut se faire une personnalité aussi riche que ça. Ça, tu vois, ça me paraît crédible de se dire, ces types d'investisseurs-là, bon, vont pas forcément rentrer ou en tout cas être effrayés par le contexte aussi bien local que économique et sanitaire en France. Moi, je pense que les Français, j'ai du mal à voir, en tout cas avec des gros moyens, des investisseurs français venir investir à l'OM, j'ai du mal à y croire. Je suis assez d'accord avec toi. Mais, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que Charles Villeneuve va raconter n'importe quoi, parce je pense qu'il a souvent des bonnes sources. Donc, il peut y avoir des gens qui se posent la question. Après, est-ce qu'ils vont aller plus loin que ça? J'ai du mal à y croire. Ouais, là, c'est très compliqué. Sébastien, pour la conclusion? Ouais, ben écoute, on va conclure effectivement. Merci à toi, David, d'être venu sur notre antenne. C'est très sympa à toi. Écoute, peut-être on continuera à échanger sur les réseaux sociaux et peut-être tu peux revenir dans quelques temps pour parler de l'actualité de l'OM. Et c'est clair qu'il y en a tout, il y en a tout le temps. On est un club où écoutez, merci pour l'invitation. Juste un petit message aux supporters marseillais comme je l'ai dit, comme on l'a dit ici, je les invite un petit peu à être prudents, en tout cas sur le sujet de la vente OM. Non pas que, encore une fois, que j'y crois pas du tout, mais j'ai bien vu. Après, je veux dire, ça peut être aussi. C'est un ascenseur émotionnel, tu vois, qui peut leur faire plaisir à certains, mais certains y trouvent plaisir. Mais voilà, il faut quand même un moment. Il faut voir quand même qu'avec les réseaux sociaux, ça prend une ampleur folle et qu'il y a quand même aussi, même s'il peut y avoir des choses vraies, il y a quand même aussi beaucoup de gens qui se servent de ça pour raconter n'importe quoi, s'occuper, se faire mousser. Donc voilà, faut pas tout prendre non plus au pied de la lettre et surtout pas à chaque fois faire parce qu'on voit quand même des choses sur les déductions, c'est parce que lui a fait ça, enfin vous avez vu ça aussi bien que moi que forcément il se passe quelque chose. Bon, restons prudents quoi, et on verra bien si ça se fait quoi. Bien, merci à toi David en tout cas. J'ai cru que tu nous ferais faux bon tout à l'heure et je suis content que tu m'aies donné tort. Non, pour le coup, c'est vraiment pas. Je suis désolé, mais j'ai eu une inversion dans mon agenda. Et en plus, c'est vrai qu'on communiquait que par Twitter avec Sébastien, donc j'ai pas pu te prévenir avant, mais je tenais à être là et c'est très gentil avec vous. Quoi. Merci en tout cas. Merci.
Ouais, merci à toi. Merci à toi. Merci Bonne à vous. continuation à toi. Et continue Et au plaisir de te bien recevoir. nous informer. Merci à vous. Et merci Merci, à tout le David. monde. Merci d'être venu sur le chat. Merci, On se Sébastien. retrouve mardi à 17h30 pour le prochain live et peut-être samedi. Peut-être il y aura un changement de trucs. Et on va essayer aussi de streamer à la fois sur Twitch et sur YouTube pour les prochains lives. Merci à toi, David. Merci. Et n'hésite pas à relayer ce replay. Je le mettrai sur les réseaux sociaux. Ça serait sympa. Merci à toi. Allez, Allez, merci. Merci à tous. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Sébastien.